avait envie de se le faire expliquer. C'est une expérience et un parcours qui nous fait vivre. On voit un mélange dans des matériaux très très nobles. Parce que j'ai vraiment vécu quelque chose. Vous écoutez À l'Est de vos empires. Salut les esthètes! Bienvenue à un autre épisode pirate d'À l'Est de vos empires. Cette semaine à l'émission, on se consacre à une seule et unique activité culturelle qui est en fait 40 activités différentes à faire. Vous l'avez peut-être deviné, on parle aujourd'hui du projet 40 par 40. Donc, pour ce faire, on a invité tout d'abord l'instigatrice, l'idéatrice derrière le projet qui s'appelle Marie-Josée Lépine. Donc, on la reçoit avec nous, on discute et par la suite, elle nous accompagne pour rencontrer deux duos d'artistes qui ont déjà fait leur résidence de 40 heures, c'est-à-dire Éric Leblanc et Louis-André Labadie dans un premier temps. Et par la suite, on jase avec Juliette Bernatchez et Étienne Lafrenière. Mais avant de passer à ces choses-là, je me demandais, Michel, as-tu fait des activités culturelles cette semaine? Oui, j'en ai fait quelques-unes, mais celle dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est que j'ai enfin accompli une tâche que j'avais laissée traîner depuis des années et je trouve ça très gênant de l'avouer, mais bon, j'ai des œuvres d'art qui, depuis des années, n'avaient toujours pas été accrochées à mes murs. Donc, le week-end dernier, j'ai joué à la commissaire de mon propre appartement. J'ai enfin fait un accrochage de 7 pauvres œuvres qui n'avaient toujours pas été accrochées. Donc, je suis vraiment contente de cette nouvelle exposition permanente dans mon appartement qui, finalement, vient habiter mon bureau et ma salle de bain. Donc, je vais peut-être partager quelques images sur les réseaux de l'accrochage que j'ai fait chez nous. Et toi, Célia, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? J'ai continué ma culture visuelle et télévisuelle surtout. En fait, je me suis penchée sur une nouvelle série Netflix qui s'appelle Unorthodox, donc qui se consacre à la culture juive orthodoxe. Et en fait, je dois le mentionner, moi, je ne suis pas une personne qui a beaucoup de culture religieuse et j'essaie de m'informer le plus possible sur ces cultures-là afin d'avoir un bagage de connaissances qui soit peut-être juste un petit peu plus élevé et être capable d'avoir du respect pour ces communautés-là et surtout de comprendre comment ils et elles vivent. Donc, cette aventure dans la culture orthodoxe m'a vraiment permis de faire des recherches, de sortir de mon cadre habituel. Je le mentionne, Unorthodox, c'est une des premières séries qui a été faite en yiddish. Donc, la langue, une langue qui est presque pas parlée, en fait, sort par des petites communautés. Et c'est dans le making-of, en fait, de cette série-là, on peut s'entretenir avec différentes personnes qui font réellement partie des communautés orthodoxes juives, surtout à New York. Eh bien, ils m'ont appris beaucoup sur leur manière de vivre. J'ai notamment appris ce qu'était une éruv, c'est-à-dire une continuité physique d'un lieu à l'extérieur. Donc, grosso modo, une éruv, c'est deux bâtons sur lesquels il y a un fil et qui permet aux gens, aux juifs orthodoxes, de se déplacer à l'extérieur de leur maison comme si c'était un lieu privé au même titre que l'intérieur de leur logis. Je vous l'explique un peu mal peut-être, mais ça m'a permis de mieux comprendre tous leurs rites, toute leur culture et surtout un peu leurs habitudes de vie au quotidien. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, le making-of de cette série-là, parce que, d'une part, on apprend que l'un des acteurs qui joue dans cette série-là est très près de l'histoire narrative. Donc, pour la petite histoire, il s'agit d'une jeune femme qui décide de quitter une communauté orthodoxe à New York pour aller vivre une vie pas nécessairement athée, mais une vie à l'extérieur de ce monde fermé-là. Et un des personnages de cette histoire-là, eh bien, l'acteur a réellement
quitté une communauté juive orthodoxe et donc sa langue maternelle, c'est celle qui est présentée dans le film. Alors que lui a une relation un peu conflictuelle avec cette religion-là. Il trouve ça extrêmement important de mettre cette langue de l'avant parce que c'est une langue qui n'est plus parlée, qui n'existe plus et qui pourtant a quand même des racines qui sonnent beaucoup de cloches pour nous, c'est notamment très près de l'allemand. Il y a certains mots qui vont être près de l'anglais et même du français. Donc, j'ai beaucoup appris sur une culture que je ne connaissais pas. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Puis, as-tu des plans d'activités culturelles à faire pour la semaine prochaine? Oui, j'ai fait une découverte extraordinaire quand ce matin, je regardais dans notre garde-robe de salon, là où on cache nos jeux de société, parce que je regardais pour voir si on ne pourrait pas trouver un prochain jeu de confinement. Puis, j'ai redécouvert quelque chose dont j'avais oublié l'existence. C'est le Anywhere Art Guide. En fait, c'est comme un jeu de cartes conceptuel que j'ai acheté au Musée des Beaux-Arts du Canada, dans la boutique du musée. Et en fait, il s'agit de cartes sur lesquelles il y a des indications, donc des suggestions, disons, de défis à relever. Et je vous dis que c'est un jeu conceptuel. Ça s'appelle le Anywhere Art Guide parce que justement, ça avance l'idée qu'on peut recevoir le monde autour de nous, les objets qui nous habitent au quotidien, les environnements qu'on habite, comme s'il s'agissait d'œuvres d'art en tout temps. Donc, c'est cette idée qu'on n'a pas besoin forcément d'être dans un musée d'art ou dans une exposition d'art. On n'a pas forcément besoin d'être devant une œuvre d'art à part entière pour l'observer ou l'apprécier pour ses qualités esthétiques ou artistiques. Donc, de vraiment concevoir un objet qui n'est pas forcément artistique comme un objet de contemplation esthétique. Ça me rappelle d'ailleurs que ça fait une belle continuité avec un segment qu'on vous prépare pour l'épisode de la semaine prochaine. Ça, on va vous en reparler en fin d'émission. Mais voilà, je voulais peut-être vous nommer quelques exemples. Je vais me plonger là-dedans cette semaine. Je vous parlerai de mes découvertes la semaine prochaine. Mais il y a des petites indications comme collectionne des titres d'œuvres d'art pour les agencer ensemble afin de créer une histoire. Donc ça, on s'entend qu'il faudrait que je trouve des titres d'œuvres d'art en ligne, mais ça, il n'y a pas de problème. Sinon, des fois, c'est des questions assez existentielles comme Ask yourself, is art a feeling or an action? Is it receiving or giving? Is art a question or an answer? Donc, des fois, c'est plus comme des points de départ pour une réflexion qu'on peut mener. Peut-être que ça va m'inspirer à écrire, à créer ou quoi que ce soit. Des fois, c'est des indications qui sont un peu plus ludiques. Comme ici, j'ai une carte qui dit Find a funny object. Donc, trouve un objet qui est drôle. Ben, ça, j'en ai plein chez nous, donc j'ai l'embarras du choix. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir redécouvert ça. Puis, je pense que je vais expérimenter un peu avec le Anywhere Art Guide, que ce soit chez moi ou même en allant me balader dans mes petites marches quotidiennes. Donc, je suis très emballée de pouvoir me plonger là-dedans. Toi, Célia, qu'est-ce que tu comptes faire cette semaine? Eh bien, moi, j'ai appris que la Bibliothèque et Archives nationales du Québec allait libérer 7000 bandes dessinées gratuitement en ligne. Et là, je suis super excitée. Je ne suis pas la plus grande consommatrice de bandes dessinées, mais j'aime vraiment ça, être capable d'en découvrir. Donc, 7000, je ne pense pas avoir le temps de toutes les voir d'ici la semaine prochaine, mais j'aimerais ça vous en parler d'au moins une ou deux. Et la bonne nouvelle, c'est que sur la page Facebook, la Grande Bibliothèque, en fait, vous propose quelques BD qu'ils ont choisis, donc une espèce de sélection commissariée. Donc, je vais vraiment m'investir dans cette sélection-là et je vous reviens avec des nouvelles la semaine prochaine. Donc, on va passer sans plus tarder à nos extraits qu'on a préenregistrés avec les gens de 40 par 40 et on se voit à la fin. Entrevue, quand vous get down to brass tacks. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Josée Lépine qui se joint à nous pour parler d'un projet qui s'appelle 40 x 40. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? 40 par 40.
40 par 40, voilà. Donc, 40 par 40, qui est un projet absolument fantastique. Nous, à l'Est de vos empires, malheureusement, on l'a découvert un peu sur le tard. On l'a découvert en début de semaine. Je pense que c'était lundi, alors que on est environ à la moitié de la période déjà. Donc, c'est un projet qui a commencé le 4 avril et qui va s'étendre jusqu'au 6 mai. 40 par 40, pardon. On le découvre en ligne sur une plateforme web et c'est un projet très original en fait dans le concept qui inclut la participation de 40 artistes qui sont en quarantaine et qui ont été jumelés en couple de créateurs, de deux créateurs et créatrices pour créer ensemble en résidence à la maison, résidence virtuelle, pendant 40 heures chacun. Donc, dans une résidence qui finalement est en continu du 4 avril jusqu'au 6 mai en période de 40 heures. Voilà, et j'aime beaucoup la manière que vous l'avez présenté. En fait, il s'agit d'une résidence à relais, donc vraiment dans le principe où chaque couple d'artistes va créer un projet, puis ensuite passer au suivant, donc au prochain duo de créateurs qui vont à leur tour s'inspirer de ce qui a été créé par ceux qui les ont précédés pour à leur tour créer une œuvre. Donc, Marie-Josée, on se sent privilégié de t'avoir avec nous parce que tu es l'idéatrice, la conceptrice de ce projet. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment t'es venue cette idée absolument formidable de résidence collective? Ma foi, ça commence avec tellement d'adjectifs qualificatifs charmants que oui, je me lance avec grand bonheur. En fait, c'est arrivé très rapidement dans le début de cette période étrange là, qui nous préoccupe tous. On a probablement participé, Juliette Bernatchez, Éric Leblanc et moi, avec un bon nombre d'artistes, en fait, sans doute au dernier événement culturel qui a eu lieu à Québec, c'est-à-dire le 20e anniversaire de Rhizome, qui avait lieu au Centre Rhizome. Et à ce moment-là, on était le 12 mars, le jeudi 12 mars, donc juste avant les grosses annonces, et on sentait qu'on participait probablement à un des derniers événements. Il y avait beaucoup moins de monde que ce qu'il aurait dû avoir, et on a appris cette journée-là que le Trident fermait officiellement ses portes. Et là, doucement, on a vu qu'autour de nous, les choses étaient en train de dégringoler, de fermer. On sentait qu'il allait y avoir rapidement un énorme ralentissement culturel, fermeture des institutions, ce qui impliquait nécessairement l'arrêt de travail de plein de collègues, de gens qu'on connaît dans le milieu artistique et culturel. Et là, dans l'effervescence de cette soirée-là, on s'est dit, il faut tout de suite mettre quelque chose en place. Le Trident vient de fermer. Proposons au Trident d'aller faire une quarantaine de 40 heures avec 40 artistes. Évidemment, le lendemain, c'était rendu déjà une mauvaise idée parce que là, on venait de comprendre, bon, les événements arrivaient les uns après les autres, puis là, on venait de comprendre qu'évidemment, la pire des idées, c'était de mettre 40 personnes ensemble. On a reconstruit tout de suite le projet en se disant, mais en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt 40 artistes, donc, à relais en quarantaine, qui vont pouvoir créer l'un à la suite de l'autre, mais à ce moment-là, ce qu'on se disait, c'est qu'on va aller travailler en galerie. On a travaillé, en fait, on s'est associé avec Engramme à ce moment-là, qui a une galerie qui est située tout au bout de Méduse, qui est vitrée sur les deux côtés. Et on avait vidé complètement l'espace et on se disait, bien, un artiste va y aller, il va y vivre pendant 40 heures, y dormir, y manger, créer, laisser sur place ce qu'il va avoir fait. Et la personne qui va arriver par la suite va pouvoir retravailler à partir de ça. Excellente idée. Mais rapidement très mauvaise aussi parce que, bon, organismes culturels qui ont fermé dans la semaine qui suit, le protocole sanitaire n'était pas suffisant pour qu'on puisse mettre en danger qui que ce soit pour un projet comme ça. Et donc, on est revenu à la base, puis on s'est dit, ben, en fait, on est tous à la maison, c'est pas une raison pour que ce projet-là n'existe pas. Créons en quarantaine, pendant 40 heures, avec 40 artistes, mais à partir de chez soi. De là, on perdait subitement la contrainte de travailler seul. On pouvait aller travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, on s'est dit avec Éric Leblanc et Juliette Bernatchez qui se sont tout de suite associés au projet pour me donner un coup de pouce sur la collaboration. On s'est dit, ben, en fait, travaillons en duo. Invitons les artistes à aller à la rencontre d'un artiste, soit l'artiste de leur rêve, là, avec qui ils ont toujours eu envie de travailler, mais ils n'ont jamais eu la chance de le faire, ou alors faisons des matchs, puis jouons aux marieuses, puis proposons aux gens
qui appartiennent à des domaines artistiques tous complètement différents, de travailler ensemble. Donc, il y a des gens qui, comme ça, ont été couplés sans nécessairement se connaître avant et ils ont travaillé ensemble en quarantaine de part et d'autre de leurs différentes résidences. Donc, on est allé chercher au départ des gens qu'on connaissait, avec qui on avait envie de travailler, qu'on savait que déjà, il n'y avait plus de projets, que leur univers s'était un petit peu écroulé puis qu'il y avait peut-être besoin de remettre en marche le moteur de création aussi, de participer à quelque chose qui allait être plus grand qu'eux. Je pense que le besoin de Juliette, Éric et moi, c'est d'apporter beaucoup de lumière dans cette période-là, d'apporter de la création, de se dire, peu importe, ça ne sera pas parfait, mais allons-y tout de suite, créons maintenant, mettons-nous pas sur pause, puis passons-nous le relais de la création comme ça jusqu'au sortir de cette période-là. Et de la même manière qu'on n'a aucune idée comment tout ça évolue autour de nous, puis ça évolue à une vitesse folle, mais on s'est permis aussi que le projet évolue, puis qu'au fur et à mesure que les choses changeront, bien, ça aussi, ça prendra une forme différente. Et là, ce qu'on a réalisé, c'est que, bon, au départ, on est allé avec, disons, notre réseau plus proche, mais rapidement, on voulait en sortir. Donc, on a demandé aux artistes avec qui on collaborait de nous faire des suggestions d'autres artistes pour pouvoir aller justement à l'extérieur d'une clique, mais plutôt tous les gens qui vous inspirent, que vous savez qui ont envie à l'heure actuelle de créer. Donnez-nous leurs coordonnées, on va les approcher, parler lors du projet, on verra s'ils sautent à pieds joints dedans. Puis la réalité, c'est que ça a vraiment bien fonctionné, en fait, un petit peu plus rapidement et un peu plus... en fait, les plages horaires se sont remplies plus rapidement qu'on aurait pensé et l'intérêt a été assez grand pour que tout récemment, avec Éric et Juliette, on décide de faire évoluer ce projet-là, comme on s'était dit au début, en permettant maintenant, non pas à 40 artistes d'y participer, mais bien à 80 artistes d'y participer. Donc, on a commencé, en fait, avant-hier, on a pris la décision, c'est tout nouveau. On a ouvert, donc, 20 autres plages horaires. Donc, on conserve encore notre principe de 40 par 40 par 40, sauf qu'au lieu d'être 40 artistes, ça sera 40 duos, donc qui regroupera 80 artistes. Une bonne coordination, finalement, qui va nous amener comme ça jusqu'au début du mois de juin. Comme les choses bougent à peu près à cette vitesse-là, on se dit qu'il y a de fortes chances qu'on soit encore dans investi de ce besoin-là de créer finalement, puis de mettre en place ce projet-là jusqu'au bout. Puis après ça, on verra, il n'y a personne qui sait. On a tous sauté dans ce projet-là sans... Disons qu'on s'est dit que c'est plus important d'être dans l'urgence que dans l'élégance. Donc, on a construit les outils au fur et à mesure. On a travaillé à voir de quelle façon on allait communiquer tout le monde ensemble. Et c'est ça. Et là, on voit encore jusqu'où ça va nous mener. Donc, on se demande est-ce qu'il y aura une œuvre finale de tout ça? Est-ce qu'on va... On ne le sait pas. Mais on n'a aussi pas mis cette pression-là sur le dos de personne. On a juste invité les gens à faire quelque chose, que ça soit pas parfait. Si c'est juste une ébauche, ce sera juste une ébauche. Travaillons à partir de ça. Continuons juste à s'alimenter les uns les autres. Avant de parler des projets en tant que tels qui ont eu lieu, j'aurais envie de te demander comment la création des duos se sont produits. Est-ce qu'il y a eu des créations très surprenantes, des duos, c'est-à-dire très surprenants qui se sont créés? Comment est-ce que vous avez matché certaines personnes aussi qui ne se connaissaient pas? C'est quoi vos filons et comment vous avez pris ces décisions-là au final? D'abord, on a eu un plaisir absolument énorme à avoir juste la possibilité de voir les profils de toutes ces personnes-là, puis de pouvoir délimiter. En fait, parce que c'est pas juste une question disons, de profil ou de bio. Tu sais, on avait envie que ce soit des personnalités aussi qui pourraient s'alimenter, des gens qu'on se disait, tiens, ces personnes-là, je pense pas qu'ils ont jamais travaillé ensemble, je pense qu'ils se connaissent pas, mais j'ai l'impression que leur manière de voir les choses ou de collaborer pourrait être intéressante. Alors, on a travaillé très fort parce que et Juliette et Éric et moi sommes du côté littéraire, donc on a essayé de sortir, d'éviter en fait d'avoir que des gens en littérature et d'avoir des gens qui allaient être dans toutes les disciplines artistiques. Et de la même manière que pour les duos, en fait, on a travaillé à ce que quelqu'un de littérature, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de littérature, et d'aller chercher des rencontres qui sont plus étonnantes. Donc, on a une tatoueuse, par exemple, qu'on a mis avec une littéraire qui fait du slam. Donc, si tout ça se termine par un tatou, ça me fera grandement plaisir, mais j'ai aucune idée, en fait, vers où ils vont s'en aller. C'est la beauté de la chose aussi. Tout le monde a la liberté de choisir de sortir de sa propre discipline artistique. Il y a des gens qui ont décidé d'aller ailleurs, des gens en art visuel, notamment, qui ont décidé de faire de la performance, chose qu'ils ne font pas nécessairement.
on se permet d'aller un peu plus dans la vidéo. Pour certaines personnes, c'est pas nécessairement un médium qui ont beaucoup approché jusqu'à maintenant. Voilà, fait que notre réflexion pour coupler les gens était basée là-dessus. On a eu des belles surprises aussi. On a approché des gens en pensant qu'ils allaient aller chercher quelqu'un d'autre, puis finalement, ils ont décidé de travailler ensemble. Des couples comme, par exemple, Valérie Forgue, Paul Bordelot, à qui j'ai envoyé un courriel en leur proposant de participer au projet, sans nécessairement avoir pensé que, c'est ça, la proposition pour eux de soi, lorsqu'ils l'ont reçue, en fait, ben, ils nous proposent qu'on travaille ensemble. Puis finalement, ça a été magique pour eux parce que à l'intérieur de leur résidence, pendant 40 heures, ils ont travaillé ensemble. Ça a été la même chose avec Juliette et Étienne qui vont vous parler tantôt. Le fait de travailler, d'être déjà dans la même maison, dans ce même quotidien-là, ça amène un travail créatif qui est complètement différent, alors que si on doit travailler avec quelqu'un qui est en France ou quelqu'un qui est en Australie. On a un couple, un duo, en fait, à l'heure actuelle, qui est en train de travailler, qui doit justement conjuguer avec les différents horaires de l'un et de l'autre, parce que le 40 heures, en fait, les artistes ont la responsabilité d'occuper le 40 heures. Mais bien sûr, ils ont le droit de dormir, on leur donne le droit de manger, d'écouter la télé si ça leur tente. C'est à eux de voir de quelle façon ils occupent leur temps. Mais ce qu'on souhaite, en fait, c'est juste que ça appartienne à 2 personnes pendant ce temps-là. Et ils le remplissent un peu comme ils le veulent. Puis, donc, finalement, quand on regarde la liste d'artistes, créateurs, créatrices qui participent au projet, on voit que justement, c'est très interdisciplinaire. Il y a des gens de tout horizon. J'ai noté musique, danse, photographie, littérature, bande dessinée. C'est vraiment formidable de voir comment ces jumelages, finalement, ça peut amener différentes perspectives chez chacun de ces artistes qui n'auront pas forcément déjà eu l'expérience de collaborer avec d'autres créateurs de ces disciplines-là. Puis, en suivant un peu sur la plateforme web, ce que ça a pu donner jusqu'à présent, c'est absolument fascinant. Ce que j'aime aussi beaucoup de votre projet, c'est on sent vraiment qu'il y a un sens incroyable non seulement de la créativité, mais de la débrouillardise, de la flexibilité. Tu nous parlais tout à l'heure, Marie, de comment l'idéation ou la conception même du projet a suivi différentes étapes, différentes idées qui successivement ont dû être abandonnées et réimaginées à chaque fois au fil et à mesure des différentes consignes ou restrictions du gouvernement. Puis finalement, la forme que ça donne, c'est du jamais vu. Pour moi, c'est du jamais vu, en fait. Pour nos auditeurs et auditrices qui sont peut-être pas encore allés voir le site web, c'est 40, en fait, 40 par 40 points. Et là, c'est le moment où il faudrait vraiment que je le sache par cœur. Exact! Mais c'est ça, 40 comme 4-0 fois 4-0. Point now. Ça sera partagé sur oui, c'est ça. Quel excellent! Mais on parlait d'un projet jamais vu, en fait, mais c'est vraiment un projet collaboratif. Ce qui était assez extraordinaire, c'est de voir que tous ces gens-là n'ont pas juste accepté de sauter dans le projet, mais ils ont voulu collaborer au projet. Le site, c'est une réalisation de Louis-André Labadie, avec qui vous allez parler tout à l'heure, qui nous l'a proposé spontanément parce qu'il sentait, il y avait ce besoin-là qui venait. Fait que c'est vraiment la part de plein de gens qui ont construit les outils à une vitesse folle autour de tout ça. Puis ça s'est mis en place de la même manière que les artistes ne veulent pas juste participer au projet. Fait notable, bon, évidemment, tout ça a été construit rapidement. Il n'y a aucune demande de subvention, évidemment, qui a été faite et rien. Mais c'est même pas un sujet qui a été abordé par personne. Tout le monde avait le besoin le plus immédiat, c'était juste de participer à un projet créatif puis à être impliqué dans quelque chose qui allait être plus grand que nous, au final. Oui, puis je comprends vraiment ce besoin-là. Je suis très impressionnée d'ailleurs par la vitesse à laquelle le projet a été instauré, en fait, dès le 6 avril. Écoutez, moi, j'ai l'impression que, pardon, le 4 avril, j'ai l'impression qu'à cette date-là, j'étais encore complètement étourdie. J'avais pas encore tout à fait trouvé ma routine de confinement. Donc, chapeau à vous, vraiment. Mais je vous rassure, on était complètement étourdis, nous aussi, mais on avait la chance d'être plusieurs. Donc, à plusieurs, on faisait au moins une tête et demie qui avait de l'allure. Voilà. Un autre aspect qui est fascinant dans ce projet-là, c'est le fait que sur la plateforme web que vous employez, il y a vraiment
comment dire, une approche très authentique qui invite les artistes à soit enregistrer une petite capsule vidéo ou quoi que ce soit, ou finalement, ils nous partagent un peu leur processus de réflexion à partir du moment où dès le début de la période de 40 heures, quand ils reçoivent l'œuvre du duo précédent, ils peuvent nous partager un peu le fil de leur réflexion ou comment finalement ils réfléchissent leur résidence. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir un accès très privilégié auquel on n'aurait pas normalement accès dans une résidence qui se déploierait dans un contexte plus habituel, disons. Donc, est-ce que c'était dès le début que vous avez partagé cette volonté-là de donner l'occasion de dévoiler un peu les coulisses de la réflexion artistique? Donc, on a souhaité, bref, donner une structure aux différents duos, mais sans que ce soit une structure qui soit trop rigide. Donc, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait à la fois une petite vidéo au tout début ou une vidéo avec une vidéo à la fin, 1 minute chacune, afin d'expliquer où ils en sont avant de commencer et à la fin, par exemple, faire un petit récapitulatif de ce qu'ils ont fait. La seconde chose qu'on a choisi d'ajouter, qui est toute simple aussi, on demande aux gens de conserver une trace du temps, comment ils l'ont utilisé. Ça peut prendre la forme qu'ils le veulent. Là. On n'a pas créé de document Excel très serré par rapport à ça. C'est juste pour avoir une idée après de savoir, par exemple, ben, on a été tant d'heures en création, tant d'heures en sommeil, tant d'heures, bon, on pourra peut-être en faire quelque chose aussi. Et en discutant avec le photographe Elias Djemil, il va aller à l'extérieur des édifices de chaque personne qui est en création afin de prendre une photo de la personne qui sera à sa fenêtre. Donc, on a là une trace encore, mais qui sera de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Oh, wow! Puis, cette série de photographies va être rendue disponible à la fin du projet? Oui, vraisemblablement, oui. OK. Ah, ben, merci beaucoup, Marie-Josée, pour ce beau portrait global de la chose. Là, maintenant, on va pouvoir se plonger, peut-être s'immerger dans la création en discutant avant tout avec Éric Leblanc et Louis-André Labadie. Donc, on va les inviter à se joindre à nous. Pendant ce temps-là, je veux spécifier que Marie-Josée, tu restes avec nous tout au long de la discussion. On voulait que tu sois présente pour peut-être donner des pistes de réflexion aux artistes et aussi pour toujours nous ramener à l'ordre parce qu'on a tendance à sortir des chemins. Donc, oui, Éric et Louis-André, est-ce qu'on peut d'abord apprendre à vous connaître un peu qui vous êtes en tant qu'artiste, en tant qu'individu? Peut-être qu'on peut commencer avec Louis-André. Oui, certainement. Ma présentation d'artiste, c'est probablement la façon la plus gênée que j'ai de me présenter parce que c'est pas une chose que je fais officiellement, avec des gros guillemets, depuis longtemps dans ma vie. J'ai renoué avec ça l'an dernier parce que dans une grosse partie de ma carrière, ce que je fais quand les lumières sont allumées, en fait, quand le soleil est là et qu'on n'a pas besoin d'allumer les lumières, c'est que je suis un designer, un graphiste, puis je suis surtout dans le numérique. Par la bande, à travers tout ça, j'ai appris graduellement les bases du développement, donc à programmer pour des interfaces surtout. Puis l'an dernier, par différents collègues et contacts, j'ai été introduit à ce qui s'appelle l'art génératif, qui est, ça n'a pas besoin d'être par ordinateur, mais tu sais, c'est de l'art où on apprend à un système ou une machine à créer des œuvres. Donc, on rentre dans la frontière floue de qu'est-ce qui est le créateur puis qu'est-ce qui est l'œuvre, parce qu'on fait des machines qui font des œuvres plutôt que de sauter directement au final avec le mérite qui l'accompagne. Puis bref, j'ai commencé ça l'an dernier seulement. Donc, les pièces individuelles de ma pratique, c'est-à-dire le développement, les arts visuels en tant que tels, puis tout ça, j'ai plus d'historique, mais de réconcilier ces choses-là ensemble, c'est une chose toute nouvelle. Donc, c'est surtout avec cette partie-là de ma personne que je me suis présenté à 40 par 40 à l'invitation de Marie-Josée il n'y a pas si longtemps.
Et toi, Eric, qu'est-ce que tu fais? Moi, en fait, à la base, je suis auteur surtout. J'ai une formation en littérature, en création à l'Université Laval. Euh, j'ai publié mon premier livre cet hiver, Le Bleu des garçons, qui est sorti en février. Sinon, je publie sur différentes plateformes. Je suis performeur. J'aime beaucoup me présenter mes textes sur scène. Je fais aussi de la photo. J'ai une compagnie qui s'appelle La Troupe Photographie. Ça fait 3 ans, presque 4, mon Dieu, je suis mêlée, mais ça fait plusieurs années qu'on existe. Voilà, je travaille aussi à la Maison de la littérature. Je suis adjoint à la programmation, donc je m'occupe des différentes activités qu'on reçoit sous la direction d'Isabelle Forêt et de toute l'équipe. En fait, on élabore les programmations qui se déroulent sur la scène et on présente différents spectacles. Sinon, je suis un très mauvais cuistot et j'ai un compte Instagram. Voilà, ce qui me définit. Bon. Et les deux, est-ce que vous vous connaissiez bien avant d'être jumelés pour cette résidence? Pas du Non. tout. On s'était croisés dans le bureau que, dans le fond, Louis-André partage avec Marie-Josée. J'ai été flabbergasté par la beauté canonique de Louis-André, mais sinon, je ne connaissais pas grand-chose de lui. Et donc, on s'est matchés par la suite. D'accord. Et vous, dans la suite des résidences relayées, j'ai cru comprendre que vous étiez le 4e duo à joindre la suite de résidences. Est-ce que vous pourriez nous parler avant tout de ce que vous avez reçu, donc du duo qui était juste avant vous? Oui, en fait, je peux en parler un brin. On a eu une conversation avec ça quand on a commencé justement notre diade. Donc, on a eu une poésie de Jean Désy. C'était celle qu'on a consultée au moment de commencer. Je pense que l'autre a été remise juste après là, qu'on ait débuté. Puis, il y a deux choses. D'abord, c'est correct de travailler basé sur le cumulatif des œuvres qui ont été mises à date. C'est-à-dire, le relais est libre d'être interprété d'une façon ou d'une autre. Puis, quand on l'avait reçu, on a eu cette conversation, Eric et moi, parce que les premières diades ont vraiment bien fait ça. Il y avait des pièces carrément de la précédente qui étaient utilisées pour faire la suivante. Puis dans notre cas, on s'est demandé les deux, un peu gênés, pas sûr de c'était quoi la position de l'autre là-dessus. Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce que c'est correct de casser ça? Puis d'être vraiment inspiré plutôt que de mettre des pièces de remix là-dedans. Puis heureusement, on s'est entendu là-dessus. Puis donc de notre côté, il y avait un petit côté sombre qui est arrivé des pièces précédentes. Puis je pense que ça a fini par nous influencer. On l'a pas vu sur le coup. Mais les deux, on s'est rencontrés comme bien contents de finalement faire quelque chose ensemble, de se parler plus. On a commencé à travailler. Puis là, je suis peut-être en train de chirer dans les questions suivantes. Je m'excuse pour ça si c'est le cas. Mais comme la première puis la deuxième fois qu'on s'est re-rencontrés après avoir fait un bout de création chacun de notre bord, on a découvert qu'on était aussi dark que les œuvres précédentes qui nous étaient arrivées. Puis c'était pas notre intention, mais c'est là qu'on s'est retrouvés. Le titre de la pièce que vous avez créée, c'est Lumière choisie. Donc, c'est une œuvre qui vient, une œuvre vidéo dont les images peuvent nous apparaître un peu abstraites et avec laquelle vous avez joué avec de la poésie. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu davantage de comment tout ça s'est articulé ensemble? En fait, justement, c'est dans cette première discussion-là que Louis-André et moi, on a eu. On s'est parlé justement de ce qu'on recevait du dernier groupe, mais aussi de tous les groupes précédents. Puis une des choses qui nous est surtout sortie, c'est cette interpellation-là au sacré. Cette idée-là, ça parlait de mort. Il y avait quelqu'un avant aussi qui avait fait qui avait été dans une église littéralement pour faire une vidéo. Donc, tout ça, cette idée d'essayer de trouver un lien avec peut-être ce qu'il y a de sacré en nous, c'est de là un peu qu'on est parti. Puis cette idée de vitrail aussi de la vidéo que Elias Gemil et Elisabeth Crispo
avait fait nous a beaucoup interpellés. Donc, cette idée, en fait, de vitrail et surtout de comment la lumière extérieure, une fois qu'elle passe à travers une fenêtre ou un vitrail en particulier, est changée et comment le fait que, tout dépendant à travers quoi on regarde la lumière, c'est quelqu'un qui a choisi, en fait, de soit placer un vitrail d'une certaine façon pour choisir les couleurs qui transparaissent ou sinon la clarté de la fenêtre et tout ça. Donc, c'est de cette idée-là qu'on est parti. Puis, on a fini par s'y retrouver, justement. Ben, moi, de mon côté d'écriture, ben, j'ai voulu justement parler de ce lien-là entre la lumière choisie et cette nouvelle omniprésence des écrans dans nos vies, mine de rien, avec le fait qu'on est confiné sans cesse. On est beaucoup plus sur Zoom, on est plus devant la télé, on est plus devant notre téléphone parce que c'est notre contact avec l'autre. Donc, de voir un peu comment ce contact-là, sans cesse avec les écrans et avec le divertissement jusqu'à un certain point, nous coupe de notre réflexion intérieure. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai voulu élaborer d'un côté. Puis ensuite, c'est venu, s'arrimer au fur et à mesure à ce que Louis-André, lui, a créé de ce qui est visuel. Je vais peut-être te laisser en parler un petit peu plus, Louis-André. Oui, certainement. Ben, en fait, la première chose qui est pas toujours ce qui arrive avec de la création artistique, c'est que la justification qu'Éric vient de présenter est réellement arrivée avant l'œuvre et non après. Oui. C'est légitimement une discussion qu'on a eue au début. On essayait de se retrouver un petit peu, puis on avait convenu qu'on voulait se laisser chacun beaucoup d'espace quand même pour créer individuellement. Puis malgré tout, on avait la ferme intention aussi de se retrouver dans une seule œuvre à la fin. De mon côté, bon, il y avait, vous l'avez mentionné tantôt, il y a des situations où c'était plus approprié pour les créateurs d'aller dans des matières qu'ils connaissent très bien, puis tu sais, c'est 40 heures, là, ça ne dure pas si longtemps. Fait que si on veut se lancer dans quelque chose, il ne faut pas patauger dans l'inconnu. Dans mon cas, c'était presque entièrement vrai. Il y a une chose que je voulais faire, vu qu'on avait l'occasion de travailler avec le mot, j'ai proposé à Éric que ce soit une lecture. Puis comme c'est une lecture, la plupart du travail que je fais, moi, il est statique, c'est-à-dire que c'est du visuel, mais dans le sens du visuel qui pourrait être sur du papier. Et là, ben, avec l'idée de lire, je me suis dit, je pourrais explorer que ça soit animé un peu. Puis c'est quelque chose avec lequel j'étais moins familier, mais comme les bases étaient là, c'était possible de l'explorer. Je n'étais pas trop sûr où j'allais me rendre là-dedans. Mais c'était correct dans le sens où j'ai pris une approche où j'explorais le médium un peu plus que d'être comme un artiste au sommet de son art qui a une mission bien précise déjà en tête. Puis, quand on s'est mis à parler de lumière, puis en fait, le terme lumière choisie, la notion de voir ce qui est filtré, pas forcément parce qu'on a un filtre devant les yeux, mais parce qu'on ne voit pas tout le spectre. Sur le sujet du vitrail encore, puis tout ça, on a accroché beaucoup là-dessus. J'ai commencé par explorer, puis là, je ne sais pas si je pourrais peut-être même le montrer pour ceux qui sont dans la conversation puis qui ont envie de le voir. Mais la première version que j'avais montrée à Éric était vraiment différente dans mon travail. Je vais vous dropper ça ici. Pour ceux qui écoutent, comment est-ce que je dirais? C'est se passer sur Facebook pour ceux qui écoutent. C'est pas le même. C'est ça. J'ai mis le final sur Facebook qui est vraiment... ça, c'est l'œuvre qui réagit live à la voix d'Éric. Puis là, j'ai posté quelque chose d'autre où j'explorais un petit peu. J'avais quelques directions. C'est beaucoup plus calme. Il y a quelque chose d'aquatique dedans. C'est ça. Pour ceux qui écoutent, c'est comme visuellement, c'est simplement un paquet de tout petits points, de cercles de plusieurs couleurs qui se font porter par un genre de courant puis qui balaient l'écran tranquillement, un peu comme s'il y avait des vagues qui passaient. Puis une fois qu'on est tombé sur le côté du vitrail, de la lumière puis tout ça, il y a une chose, puis là c'est un terme technique, je m'excuse d'avance, on s'est mis à... J'ai dit que je voulais explorer quelque chose qui s'appelle du ray tracing. Quand on regarde des choses sur un écran, c'est essentiellement, si je veux placer un rectangle, je lui dis, mets un rectangle là, puis le rectangle, il va être parfait. Il n'y a pas de place du rectangle qui n'imprime pas parce que ça manque d'encre sur l'écran ou quelque chose. Quand on fait du ray tracing, plutôt que de dire, j'ai une belle surface parfaite sur laquelle je mets des formes parfaites, on
on met un petit point quelque part dans notre composition qui envoie de la lumière, comme des photons. Puis cette lumière-là, on la voit juste quand elle rebondit sur des choses. Puis au début de l'exploration, j'ai pris une décision par défaut où on voyait la lumière du dessus, comme le soleil qui tombe sur des choses. Ça faisait pas tellement. Et c'était vraiment dernière minute. En fait, j'ai un petit peu mis Eric sous les... J'ai lancé une patate chaude comme à 10 h le samedi parce que j'avais une suggestion différente. Ça faisait 3 heures, je pense, qu'il enregistrait sa lecture basée sur pas la même affaire. Je lui ai montré l'autre, puis l'autre était le fun. Il y avait une petite lumière plus subtile qui venait en plein du milieu de la composition. Puis c'est pour ça que c'est comme il y a une espèce de look de pixels puis de feu de camp en même temps, là, quand on regarde les particules passer. Puis c'est basé là-dessus, là, sur la notion de lumière puis de couleur que j'ai monté la palette puis l'émetteur central, disons, pour la petite lumière, qui est la seule chose qui nous révèle quoi que ce soit dans le visuel de l'œuvre. Puis ce qui est le fun, en fait, de justement de la manière qu'on a eu de travailler, c'est que moi, j'écrivais sur un Google Doc. Donc, Louis-André avait toujours accès en tout temps à ce que j'étais en train d'écrire. Donc, à un moment donné, j'ai écrit un gros bout que j'ai flushé. Il a tout vu ça, c'était épouvantable. Puis, lui, au fur et à mesure, justement, m'envoyait les avancements de son projet. Puis moi, je m'y mettais sur le côté pour m'inspirer, pour écrire. Fait que, ça a vraiment été une écriture puis une création visuelle qui s'est nourrie en cycle. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait que la cohésion était très intéressante. Même à la fin, on sentait que... moi, du moins, j'ai l'impression qu'on sent que... Je dis ça, puis c'est moi qui ai fait l'œuvre, c'est pas moi qui la reçois, mais j'ai l'impression que, justement, on sent que les deux parties forment un tout très cohérent. Oui, bien, on a fait une espèce de partie de tennis un peu, là, c'est-à-dire on s'échangeait des choses, puis on se laissait influencer pour la partie suivante. Mais vu qu'on avait les deux l'intention de s'y retrouver, bien, on a tranquillement convergé. À la toute fin, Eric était moins dark par ma faute. Au début, puis au milieu, j'étais plus dark à cause d'Eric. Fait que on a trouvé un équilibre. Merci beaucoup de nous partager le processus qui finalement vous a animé pendant cette période de 40 heures qui s'est avérée quand même très... j'ai pas envie de dire productive, mais bref, ce que vous avez fini par créer, c'est une pièce artistique autonome qui est absolument magnifique. Puis j'aime beaucoup comment, non seulement on sent qu'il y a une cohésion dans cette collaboration, mais aussi dans le fait que vous êtes allé chercher différents aspects que vous travaillez dans vos pratiques respectives, que ce soit le côté performatif de la lecture, l'aspect aussi de la composition, de l'intérêt pour la lumière qui vient à la fois chercher un intérêt très design, mais aussi le côté plus photographe d'Éric. Je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre vous deux, puis c'est merveilleux de voir à quel point finalement ce jumelage un peu inattendu de deux créateurs qui ne se connaissaient pas préalablement, ça a donné quelque chose d'aussi beau. Donc, bravo. Félicitations à vous, vraiment. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça a dû être très inspirant pour le duo qui vous a suivi. On s'apprête à recevoir. Ah oui? Ah ben oui! Donc, c'était Juliette et Étienne qui étaient juste après. Donc, on s'apprête à discuter avec eux. Est-ce que Marie-Josée, tu aurais peut-être, avant qu'on passe à nos prochains créateurs, un petit commentaire à faire? Ben oui, en fait, j'ai une petite question piège. Oui, en fait, une petite question piège. Mais je suis surtout curieuse de vous entendre parler à propos de ça. Cette période-là, on n'a pas besoin de la nommer, là, je pense que vous savez tous à quoi je réfère, a apporté une forme d'engourdissement, à mon sens. On en parlait tantôt, on a tous perdu un peu notre concentration, on était à côté de nos pompes pendant un certain nombre de jours. Tout le monde a reçu ça un peu différemment aussi, mais je sens que d'un point de vue création, ça l'a aussi engourdi la création. Juliette était très drôle. À un moment donné, elle disait « Tout ce que j'écris, ça ressemble à des carnets de voyage. » C'est pas très bon. C'est juste, j'ai fait juste décrire la réalité. T'sais. Puis c'est la même chose avec
en fait, toutes les formes d'art, on dirait qu'il y a beaucoup d'artistes qui parlaient de ça. J'ai eu l'impression qu'avec ce projet-là, le fait qu'on se force à créer, mais qu'on se force à créer avec quelqu'un d'autre, on a comme été obligé peut-être de se remettre en action. Pour ma part, j'ai pas encore commencé ma quarantaine, ça va arriver un petit peu plus tard. J'ai très hâte, mais pour ceux qui me précèdent, disons, j'aurais comme envie de vous entendre parler par rapport à ça. Est-ce que ça s'est rapidement remis en branle? Est-ce que ça a pris un certain temps? Est-ce qu'après ça, vous avez eu l'impression qu'il y avait un souffle de donner puis c'était plus facile de reprendre, disons? Je peux y aller. En fait, Éric m'en a parlé aussi pendant qu'on travaillait ensemble, mais de mon côté, définitivement, je pense qu'engourdi, c'était le bon mot, là. J'étais engourdi de ce que je faisais d'habitude. C'était difficile de me remettre dans le bain puis de sentir que devant un effort raisonnable à le faire, j'avais un élan qui en ressortait, là. Mais l'espèce de circonstance où on est deux, premièrement, je le faisais pour la collaboration avec quelqu'un d'autre, ce qui fait une grosse différence. Puis il n'y avait pas de... Tu sais, c'était pas quelque chose qui se passait avec une pression particulière. Fait que c'était correct que la première journée, en fait, j'ai fait plein d'essais sur une échelle de pas si bonne idée à ben poche. Mais que la seconde journée, à un moment donné, ça débloque. Puis, tu sais, on se rend quelque chose. Puis, il y a définitivement un gain au niveau de la confiance, mais aussi juste de faire tomber des petites barrières psychologiques qu'on se met parce qu'on est entouré du sentiment que tout est bien plus important et urgent que ça. Je ne sais pas trop parler pour toi, Éric, vas-y. Non, tu sais, c'est drôle. Je pense que, tu sais, Marie-Josée, t'es quand même un peu au fait, vu que, tu sais, Marie-Josée, Juliette et moi, pour le projet, on se rencontre assez régulièrement. Puis Marie-Josée commence toujours par cette lumineuse question qui est « Comment ça va? » Puis on se donne la peine de répondre la vraie réponse. Puis des fois, c'est comme « Ah, aujourd'hui, mettons un 6 sur 10. » Puis ça va pas... tu sais, on va être indulgent, mettons. Puis justement, mon Dieu, je voulais faire un lien avec la création. Oui, tu sais, c'est ça, cette création-là, je pense que sa force numéro un, justement, c'est le duo, en fait. Parce qu'il y avait des moments où, pour moi, mettons, ça a été l'inverse de toi, Louis-André. La première journée, c'était comme « Ah ouais, tu sais, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est super. » Puis là, je suis arrivé à la deuxième journée, j'ai repris ce que j'avais fait, j'ai fait « Mon Dieu, que j'aime pas ça. » C'était vraiment confrontant. Puis ça a vraiment été une journée assez difficile, mais de pouvoir savoir que quelqu'un qui est à l'autre bout, avec qui on collabore, puis ça m'a quand même donné aussi la motivation de faire « Ben non, Éric, là, laisse pas tomber, essaye des choses, va dans tous les sens. » J'avais écrit justement, j'en parlais tantôt, un gros morceau que, justement très, très dark de « Mon Dieu, justement, ça va pas bien ma résidence », que j'ai décidé de flusher puis de ramener ça plus à la lumière parce qu'au final, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie qui ressorte de ça? Je pense que c'était cette lumière-là qui entoure le projet, qui entoure aussi la belle collaboration qu'on avait, Louis-André et moi. Fait que c'est pour ça que je suis retourné plus de ce côté-là. Ça l'a débloqué certaines choses aussi, justement des petites angoisses de « Mon Dieu, c'est difficile de créer dans ce contexte-là où, comme tu as si bien dit, Louis-André, on a l'impression des fois que tout est plus important que la création. » Puis aussi, où est-ce qu'on sent cet engourdissement-là, puis ce nœud-là, des fois, dans le corps, de faire on est tellement confiné, on est tellement compressé que ça compresse aussi ce besoin de création-là. Mais au final, je trouve que c'est vraiment plaisant de se sentir faisant partie d'une communauté. Puis après ça, on a comme notre petit groupe Facebook où on partage tout de suite la création qu'on a finie. Puis la dose d'amour de tout le monde sans cesse. Juste ça fait du bien de se sentir faire partie d'un mouvement alors que tout est arrêté, simplement. On sent vraiment qu'il y a, voilà, dans le format du projet, c'est très pardonnant. Ça n'oblige pas forcément à une création qui se veut finie. Ça peut être un chantier, ça peut être une création en cours de développement, mais qui n'a pas forcément besoin absolument d'être conclue. Puis heureusement qu'on est tous et toutes un peu plus indulgents sur nous-mêmes dans cette période qui, oui, est une période de détresse collective, mais aussi d'empathie collective. Puis c'est drôle, en vous écoutant en parler, je me dis tout simplement que
je suis infiniment reconnaissante que c'est dans les dernières années que la conversation autour de la santé mentale s'est ouverte davantage. On sent qu'on peut en parler de manière plus ouverte. On peut être tous un peu plus vulnérables les uns avec les autres, puis se le dire honnêtement quand ça va pas ou quand on trouve ça difficile. Donc, on est très chanceux que ça soit arrivé maintenant et non pas il y a 10 ans, quand j'ai l'impression que il y a 10 ans encore, on n'en parlait pas du tout de ces choses-là. C'était tabou, en fait. Donc, merci à vous pour votre honnêteté, votre ouverture à parler de comment vous vivez ça, puis comment, finalement, ça peut influencer pour le bien ou pour le mal, ça peut influencer la créativité de manière générale. Est-ce que Sylvia, tu aurais une autre question pour les gars avant qu'on passe à notre prochain duo? Mon Dieu, non, je les ai trouvés très complets dans leurs explications. J'ai apprécié énormément leur œuvre, en fait, et surtout le petit lien qui a été envoyé par Louis-André, que je vais essayer de repartager d'une manière ou d'une autre. On verra. Bref, mais je pense que j'ai envie là, de me jeter dans le prochain duo qu'on reçoit également. Donc, eux, leur tâche, ça a été... ils ont reçu, en fait, le projet dont on vient de parler et ils en ont créé un autre. Donc, bonjour, autre duo. Allô? Allô? Merci d'être avec nous. Donc, on va faire exactement le même projet. Juliette Bernatchez, dis-moi, qui es-tu? Qui suis-je? Moi, je suis formée en littérature, comme Éric. En fait, je travaille dans quelques organismes littéraires dans la ville, dont, en fait, au mois de la poésie, je suis co-directrice, entre autres. Donc, voilà. Et j'écris de la poésie habituellement. Pas pour ce projet-là, mais voilà. Et en fait, ton partenaire pour ce duo-là est également une personne avec qui tu vis. Donc, vous avez pu travailler vraiment serré sur ce projet-là. Étienne Lafrenière, je ne vous pose pas la question si vous connaissez, je pense que c'est évident. Mais toi, qui es-tu, Étienne? Moi, en fait, j'ai été formé au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Je suis sorti en 2018, donc je viens du monde du théâtre. Donc, du théâtre confiné, c'est pas nécessairement, je pense, l'affaire la plus facile à faire. Fait qu'on s'est lancé dans autre chose. Mais ouais, moi, je fais du théâtre principalement. J'ai une compagnie aussi qui s'appelle La Grosse Affaire qui œuvre dans plusieurs disciplines différentes. Donc, on fait autant de l'art visuel, vivant et du cinéma. C'est une compagnie qu'on s'est lancée l'année passée. Fait que collectif qui existe depuis plusieurs années, mais c'est ça, on travaille fort sur des trucs. On les sent pause pas mal en ce moment, mais ouais. Puis, est-ce que dès le départ, vous saviez que vous vouliez travailler ensemble? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que c'est une première collaboration de votre part ou bien vous avez l'habitude? Non, c'était une première collaboration. Ça s'est bien passé. Et comment s'appelle votre projet? En fait, c'est pas vrai. Je vais commencer par comment ça s'est passé la réception du projet de Louis-André et d'Éric. On part du début. Vous commencez votre 40 heures. Comment ça se passe? Mais on s'est levé un bon matin avec un beau projet sous les yeux, un café. On a trouvé ça super. C'est super. Moi, j'ai aimé la simplicité, puis l'écho entre les deux médias, puis comment est-ce que la réactivité des choses, c'était super intéressant. Au niveau du lien, ben, je pense que ça se modulait un peu. Les gars parlaient que c'était dark depuis le début un peu, puis on s'en allait plus vers la lumière, une petite affaire, on essayait de bouger les choses. C'est arrivé dans un temps aussi où, personnellement, on prenait du mieux, un peu. Genre OK, non, bon, on s'habitue à notre quotidien confiné un peu plus, puis on est chanceux, on est ensemble, on partage ce moment ensemble, puis c'est ça. Puis on s'est inspiré un peu, Juliette, de quoi, donc? En fait, tu sais, des points, en fait, le visuel, des points, on a comme vu un genre de filtre Instagram, puis on s'est dit que ça allait être de là qu'on allait partir notre projet. C'est des liens, on s'inspire très librement, c'était ça l'idée, de s'inspirer très librement de l'autre projet. Fait qu'on s'est dit, hey, on y va vraiment librement, puis on voit quelque chose qu'on pense qui fait sens, puis on essaye de sauter à pieds joints dedans. Puis c'est comme ça qu'on a décidé de faire une très longue story Instagram. Oui,
Le titre, en fait, de ce projet-là, c'est Autour de nous, une calice de longue story Instagram. Donc, c'est ça votre projet. Comment ça s'est produit? Comment vous êtes arrivé à cette idée-là après y avoir réfléchi? C'est parti d'abord de Juliette qui boudait. Excuse-moi, mais c'est ça, on avait, non, c'était une joke que je boudais aussi, dans le sens qu'on avait tellement peur. Tu sais, la vie continue, comme je disais, le soleil revenait un petit peu, on était comme, ok, bon, la journée se passe mieux, tout ça, on tombe moins dans des déprime, mais là, on arrive au créer, puis briser ben raide, on savait pas, puis Juliette a commencé à faire des petites vidéos avec le filtre, en zoomant, puis on trouvait la forme nice, puis elle m'a montré une couple de suite, puis là, je trouvais ça comme funky, le fun. Cette fameuse expression. Puis, c'est ça. Ben oui, ouais, je pense que c'est vraiment ça. Les deux, on n'avait pas le goût d'aller dans notre médium habituel. Je sais pas. Moi, je suis pas capable d'écrire depuis... comme Marie-Josée l'a dit, j'ai l'impression d'écrire des récits de voyage dégueulasses. Là. Fait que c'est vraiment poche, j'ai l'impression. Puis là, ben, l'idée de prendre un autre art, puis en fait, de sauter sur l'occasion de faire autre chose, c'est ça qu'on a voulu faire. Puis on s'est dit, tu sais, on n'avait aucun... on se dit, on va faire un petit montage, puis ajouter la petite musique. Ça a été plus compliqué qu'on aurait cru, mettons, mais quand même, je pense que ça a donné un drôle de résultat. Assez le fun. Mais c'est aussi c'est comme si à tous les jours, on envoie des stories Instagram, tu sais. Puis on check bien l'amour est dans le prix, ce temps-ci. on le binge-watch aussi, on a fait ça. Puis c'est comme si, je me demandais, tu sais, c'est comme si, avec la télé-réalité, des fois, la réalité, des personnages naissent de la vraie réalité, tu sais. Fait à tous les jours, tu sais, là, les gens réagissent différemment en confinement, ils prennent des stories, il y en a qui sont plus comme leur quotidien, il y en a qui sont plus comme ténébreux. Puis on est comme, hey, c'est comme des personnages. C'est comme... Fait que là, on pourrait-tu se mettre en scène, nous aussi, dans un certain montage, pour montrer ce qu'il y a autour de nous, parce que finalement, personnellement, j'étais incapable non plus de créer, puis ça me prenait tout, là, tu sais, pour comme envoyer un email, là, j'étais comme brisé ben raide, comme en peine d'amour de plusieurs projets aussi qui ont fait, plusieurs bonnes nouvelles qui ont fait « Nope, ça suffit, non. » Fait que genre, OK, fait que là, c'est ça, ce qu'il y a autour de nous, notre jus était là. Ouais, documenter le quotidien comme on peut. Ouais. Puis c'est très attendrissant, le résultat, finalement, que vous avez fait. Moi, moi aussi, j'ai la chance de ne pas habiter seule, puis de pouvoir partager ma quarantaine avec quelqu'un que j'aime. Puis on dirait que je me suis vue dans ces images des petits moments du quotidien lorsqu'on est pogné chez soi. Vraiment, puis c'est quelque chose qu'on se dit un peu à chaque jour, qu'on se sent chanceux d'être comme ensemble ou avec des gens qu'on aime. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire ressortir sans dire genre, tu sais, nous, on n'est pas tout seul, tu sais, sans vouloir mettre ça trop de l'avant, mais se dire comme, de prendre ce privilège-là, puis se dire comme, je sais pas, d'être un peu, de dire merci, je sais pas. Je suis contente. Merci. C'est doux, puis en fait, ça vient comme... ce que je réalise, c'est que tout ça vient comme des cadeaux à quelque part. À chaque fin de 40 heures, je réalise que de plus en plus, les artistes qui participent à ce projet-là sont vigilants à regarder qu'est-ce qui s'en vient, puis dès que ça sort, ça fait du bien. T'sais. Puis lorsque Juliette et Étienne ont posté leur travail, les commentaires, c'était ça, c'est attendrissant, c'est doux, ça fait du bien, merci. Fait que on le fait pour soi, je pense que ça nous fait du bien, mais nécessairement, dans ce mouvement-là, on vient faire du bien à d'autres personnes aussi. Fait que, on dirait qu'il y a comme une sensibilité qui est plus grande, là. Je pense que c'est exacerbé chez tout le monde. On réalise plus qui on aime, qu'est-ce qu'on aime. On se dit peut-être plus « je t'aime ». En tout cas, moi, il faut vraiment que j'arrête de mettre des cœurs dans chacun de mes envois. Mais toujours est-il qu'il y a ça. On dirait qu'on vit ça, mais c'est ça. Ça permet de recevoir du bien, du bon. Ça fait du bien, en fait. Oui.
Ça fait du bien. Puis, je suis très contente d'apprendre que vous avez choisi de prolonger encore plus longtemps que ce qui était prévu à l'origine, parce qu'on va pouvoir continuer de recevoir ces petits cadeaux à toutes les 40 heures jusqu'en juin, ce qui est une nouvelle vraiment fantastique. Merci beaucoup à vous tous et toutes de 40 par 40 de vous adjoindre à nous aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir de partager au fur et à mesure des créations ce qui en ressort. Puis ça va surtout nous faire plaisir de continuer de suivre le tout. Donc, merci beaucoup à Marie-Josée Lépine de s'adjoindre jointe à nous pour toute l'émission. Et merci beaucoup aux créateurs, donc Juliette Bernatchez et Étienne Lafrenière, et Éric Leblanc et Louis-André Labadie. Donc, merci beaucoup. Ça conclut notre épisode de la semaine. On a été très chanceuses de pouvoir discuter avec les artistes de 40 par 40. On vous invite à continuer de suivre le projet qui va s'étendre jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de juin. On espère qu'au mois d'août, la vie normale sera peut-être revenue partiellement. Bref, mais là, c'est tout pour aujourd'hui, mais on vous réserve un super épisode la semaine prochaine. On reçoit notre collaboratrice Charlotte Boisvert-Simard pour une table ronde d'historienne de l'art autour d'un texte, donc un peu sous la forme d'un séminaire de discussion ouverte. On a aussi Julien Saint-Georges Tremblay qui va se joindre à nous. Donc, 4 historiens de l'art qui, ensemble, vont avoir une conversation théorique sur un sujet qui touche à la théorie de l'art contemporain. Mais sinon, on avait aussi des petites annonces à vous faire. Premièrement, une très bonne nouvelle qu'on vient tout juste d'apprendre aujourd'hui, le jeudi 16 avril, au Gala de la vie étudiante de l'Université Laval. Et c'est qu'À l'Est de vos empires a été sélectionné par le jury du Gala de la vie étudiante de l'Université Laval pour représenter l'université à Force Avenir dans la catégorie Arts, Lettres et Culture. Donc, nous sommes vraiment honorés d'avoir été même nominés, choisis pour ce prix. Puis, on a hâte de vous tenir au courant de la suite. Ça se peut qu'au provincial, à Force Avenir, on gagne un prix. On va voir. Hein? On garde les doigts croisés. Mais on est déjà très contente d'avoir été sélectionnée en tant que représentante de l'Université Laval dans la catégorie. Donc, ça, c'est vraiment génial. Puis, une autre bonne nouvelle, c'est que on ramène la semaine prochaine notre deuxième émission, notre émission qui est assez ludique, qui s'appelle « C'est à peu près ça ». C'est une émission qu'on a tenue tout l'été 2019 sur les ondes de Chiz 94.3. Et il s'agit d'une émission de vulgarisation scientifique qui est très ludique, très improvisée. En fait, l'objectif de chacun des épisodes, c'est d'inviter un expert dans un domaine quelconque et d'inviter cet expert à tester nos connaissances parce qu'on a souvent l'impression de connaître à peu près toutes, mais c'est une très bonne leçon d'humilité de se rendre compte de notre grande ignorance et stupidité. Et pour la semaine prochaine, on va parler d'escalade. Donc, j'ai très hâte. On va peut-être partager sur la page d'Est de vos empires un lien pour que vous puissiez aller écouter. C'est à peu près ça. C'est sûr que le registre est vraiment différent. On est beaucoup plus dans l'humour, dans l'improvisation. On n'a surtout pas peur d'avoir l'air con et d'assumer entièrement notre ignorance dans tout plein de domaines. Donc, voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Sève? Ben, pas du tout. J'ai hâte d'avoir l'air ridicule avec toi la semaine prochaine avec C'est à peu près ça. Et surtout de montrer que des fois, on sait de quoi on parle et d'autres, on le sait pas du tout. Donc, j'ai hâte d'avoir l'air ridicule avec les amis. Et j'ai surtout hâte de lire mes BD. Donc, je m'en vais de ce pas me jeter dans les 7000 BD gratuites de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et je vous dis à la semaine prochaine, les esthètes! Bye! À l'Est de vos empires est un projet de Florence Gariepi, Michel Drapeau et Sévia Pellissier.
l'équipe de production souhaite remercier le Centre Avatar, ses partenaires et collaborateurs, ainsi que les chroniqueurs et chroniqueuses ayant participé à cette émission. Cette balado-diffusion est réalisée grâce au soutien de la mesure d'aide Première Ovation de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec. Mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies, à l'est de vos empires. Let's have a bizarre celebration.